Le succès fulgurant des années 1960 qu'est la série comique Ma sorcière bien-aimée ne s'est pas terminé par un simple déclin d'audience comme on pourrait le croire communément. Au contraire, l'explication de son retrait de l'antenne est bien plus imbriquée dans les dynamiques internes de la production, et tout particulièrement autour de la figure centrale de l'émission, Elizabeth Montgomery, l'actrice qui donnait vie à la célèbre sorcière Samantha Stephens. La véritable raison derrière l'arrêt soudain de Ma sorcière bien-aimée est une mosaïque complexe de facteurs qui méritent d'être examinés en détail. Dans les lignes qui suivent, nous allons effectuer une rétrospective minutieuse pour révéler la confluence des événements qui ont conduit à la disparition de Ma sorcière bien-aimée des grilles de programmation, et nous allons également éclaircir certains faits moins connus qui entourent cette série culte. Si jamais vous envisagez de proposer une émission de télévision à un studio, cette analyse des coulisses s'avère être une leçon précieuse. Accompagnez-nous pour explorer les motifs profonds de la fin de cette sitcom et pour découvrir des éléments surprenants de son histoire. Ma sorcière bien-aimée a marqué son lancement le 17 septembre 1964, captivant immédiatement le public grâce à un alliage singulier de fantaisie et de comédie domestique. Les téléspectateurs firent la connaissance de Darrin et Samantha Stephens, un couple singulier dont les rôles étaient respectivement tenus par Dick York et Elizabeth Montgomery. Le concept central de la série reposait sur une prémisse intrigante. Darrin, l'époux, incarnait l'Américain moyen, avec des valeurs familiales traditionnelles, tandis que Samantha, son épouse, injectait une dose de magie dans leur quotidien en tentant de naviguer dans les complexités de la vie en banlieue, tout en étant une sorcière. Cette opposition entre un époux mortel et une femme dotée de pouvoirs surnaturels n'était pas entièrement novatrice. Le producteur de la série, Sol Sachs, a lui-même reconnu s'être inspiré d'œuvres antérieures, citant notamment le film de 1942 « Y marié à Witch », J'ai épousé une sorcière, une comédie romantique où une sorcière s'éprend d'un humain et cherche à mener une vie ordinaire à ses côtés. Sachs mentionna également Belle, Book and Candle, l'adorable voisine, de 1958, où une sorcière utilise un sort pour séduire un homme. Ces sources d'inspiration ont servi de fondation à l'univers enchanteur de Ma sorcière bien-aimée. Tandis que la série jouissait d'une popularité croissante, s'inscrivant rapidement comme l'une des productions télévisuelles les plus réussies et les plus chéries de son époque, elle accumulait une base de fans ferventes, attirée par la fois par son récit féerique et par le talent charismatique de ses acteurs. Cependant, cette célébrité s'est accompagnée d'un ensemble de défis significatifs, en particulier les problèmes de santé qui accablaient l'une de ses stars principales, Dick York. Maintenir le rythme soutenu d'une émission aussi largement acclamée demandait un investissement colossal de la part des comédiens et de l'équipe technique, une pression particulièrement épuisante pour York. En plus des exigences de Ma sorcière bien-aimée, il avait déjà subi une grave blessure au bas du dos lors du tournage d'un projet distinct, le drame western Inherit the Wind, Procès de singe. Selon les informations disponibles, cette blessure a provoqué des lésions musculaires importantes le long de son côté droit, nécessitant une convalescence prolongée et difficile. Malheureusement, le chemin de la guérison de York fut compliqué par le développement d'une dépendance aux analgésiques, conséquence directe de la nécessité de gérer la douleur chronique engendrée par sa blessure. La situation a atteint un point de non-retour lorsque Dick York s'est effondré sur le plateau même de Ma sorcière bien-aimée, provoquant une vive inquiétude au sein de la distribution et de la production. Les producteurs, prenant acte de la gravité de l'état de santé de York et de ses difficultés liées à la dépendance, prirent la décision difficile de le remplacer dans le rôle de Darrin Stephens. Ainsi, à l'issue de la 5e saison, Dick York fut remplacé par Dick Sargent. Ce changement, qui a initialement surpris et divisé le public habitué à la performance de York, fut progressivement accepté à mesure que Sargent s'appropriait le rôle. Cette transition permit à l'émission de conserver son succès jusqu'à la conclusion de sa 8e saison. Un des traits les plus frappants de Ma sorcière bien-aimée était sa popularité massive auprès des téléspectateurs. Ces derniers étaient fidèles aux intrigues captivantes, et la présence charismatique d'Elizabeth Montgomery suffisait à elle seule à retenir une large audience devant l'écran. Néanmoins, à l'instar de toute série télévisée de longue date, Ma sorcière bien-aimée a fini par atteindre un point où un renouvellement créatif était indispensable. Même si l'émission conservait un noyau dur de fans fidèles, elle commençait à manifester des signes de stagnation, d'autant plus que de nouvelles sitcoms et offres télévisuelles concurrentes émergeaient, offrant plus de choix au public. À la fin de la 6e saison, bien que les chiffres d'audience soient demeurés respectables, on constatait un net recul par rapport au sommet des premières saisons, signalant une perte d'élan général. De surcroît, la lassitude des membres de la distribution, et particulièrement celle de Montgomery, est devenue flagrante. Des informations ont circulé, suggérant que Montgomery était fatigué de son rôle emblématique et souhaitait vivement explorer de nouveaux horizons créatifs dans le monde de la télévision. Lorsqu'une star principale exprime un tel désintérêt, c'est souvent le signe avant-coureur de difficultés.
Reconnaissant le besoin d'un changement, le studio accepta de prolonger l'émission pour 2 saisons supplémentaires. Des rumeurs évoquaient même la possibilité d'une 9e saison, en fonction des résultats de la 8e. Cette approche reflétait une pratique courante dans le paysage télévisuel moderne où les renouvellements sont souvent annoncés avant la fin de la saison en cours. Une telle méthode met la pression sur les producteurs pour garantir une conclusion satisfaisante et maintenir la qualité de la série. Des exemples abondent, comme les séries marquantes Friends et The Big Bang Theory, qui ont toutes deux bénéficié de fins bien accueillies et définitives, soulignant l'importance de boucler les arcs narratifs de manière concluante. Il est important de noter que les fins télévisuelles ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. À l'époque, les producteurs n'avaient pas le luxe de connaître le sort de leur programme à l'avance. Les décisions de renouvellement n'intervenaient qu'après la saison en cours, limitant ainsi la capacité des scénaristes à offrir une conclusion parfaitement planifiée au grand désespoir des admirateurs. Pour les créateurs de Ma sorcière bien-aimée, l'objectif était simple, terminer la 8e saison par un épisode ordinaire et espérer l'annonce d'une 9e saison. Malheureusement, malgré leurs efforts pour proposer un final mémorable, les showrunners manquèrent leur cible avec l'épisode de conclusion, intitulé The Truth, True. De nombreux fans se sont sentis frustrés, estimant que cet épisode n'était qu'une simple relecture d'une intrigue antérieure. Dans cet épisode, Andorra, la mère de Samantha, remet à Darin une broche de vérité, reprenant un concept déjà exploré dans un épisode de 1965 intitulé Speak the Truth. Il sembla que les créateurs avaient parié que les fans ne remarqueraient pas l'intrigue recyclée. Les réactions furent vives et empreintes d'une profonde déception. Les téléspectateurs étaient mécontents du manque d'originalité et que l'épisode final ne soit pas à la hauteur de la qualité des conclusions de saison précédentes. Avec les audiences en baisse, il devint évident que le temps de Ma sorcière bien-aimée était compté. Le studio refusa de la renouveler pour une 9e saison, et l'émission s'éteignit discrètement, laissant les fans sur leur faim. Ce n'est donc pas un événement dramatique qui a provoqué l'arrêt, mais plutôt un épisode final mal conçu qui n'a pas répondu aux attentes du public. Les signes de déclin étaient présents. Si Ma sorcière bien-aimée fut une sensation à ses débuts, elle eut du mal à maintenir son élan au fil du temps. Finalement, les créateurs ont décidé d'abandonner le projet pour se concentrer sur de nouvelles entreprises. Bien que beaucoup considèrent la fin de la série comme une évolution naturelle, d'autres rumeurs suggèrent que l'histoire est plus complexe. Au fil des ans, des rapports de conflits en coulisses ont émergé, ajoutant une couche d'intrigue à la chute du programme. Une tension significative semblait tourner autour d'Elizabeth Montgomery elle-même. Actrice de premier plan et icône de beauté de son époque, Montgomery attirait énormément l'attention, à l'image des grandes stars contemporaines. Toutefois, bien que son personnage, Samantha, fût l'incarnation de la fidélité conjugale, des rumeurs laissaient entendre que la vie personnelle de Montgomery ne correspondait pas toujours à cette dévotion. Au cours de sa vie, Elizabeth Montgomery s'est mariée 4 fois. Lorsqu'elle a rejoint la distribution de Ma sorcière bien-aimée, elle était engagée dans son 3e mariage avec William Asher, qui était également l'un des producteurs de la série. Malgré son statut marital, elle a développé des liens étroits avec Richard Michael, un réalisateur recruté pour les dernières saisons. Leur connexion s'est intensifiée au fil de leur collaboration, et leur affection mutuelle est devenue évidente pour leur entourage. Leur relation ne put rester secrète indéfiniment, surtout dans l'environnement confiné d'un plateau de télévision. Lorsque l'épouse de Richard Michael découvrit la liaison, elle demanda le divorce en 1972, l'année même où Ma sorcière bien-aimée diffusa son ultime épisode. 1 an plus tard, Elizabeth Montgomery et William Asher mirent également fin à leur mariage. Il est évident que la vie amoureuse de Montgomery était particulièrement agitée. Malgré les tentatives de réconciliation après la découverte de la relation par William, la rupture entre eux s'avéra irrémédiable, d'autant que William lui-même avait été infidèle par le passé. Bien qu'Elizabeth et Richard fussent profondément épris l'un de l'autre, ils ne se sont jamais mariés officiellement après leurs divorces respectifs. Elizabeth s'est remariée avec Robert Foxworth en 1993, restant mariée jusqu'à son décès en 1995. Ce qui est véritablement notable, c'est que ces relations ne sont que celles qui ont été rendues publiques. En tant qu'une des actrices les plus désirables de son temps, Elizabeth fut liée à de nombreux hommes, d'Elvis Presley à Dean Smith. Même Dick York, son partenaire à l'écran, avoua avoir eu des sentiments pour elle. Le charme d'Elizabeth était indéniable, et compte tenu de la désapprobation de l'époque pour l'infidélité, il est facile de comprendre comment des tensions ont pu émerger sur le plateau de Ma sorcière bien-aimée. Les défis d'Elizabeth ne se limitaient pas à son aventure avec un réalisateur, alors qu'elle était mariée à l'un des producteurs de l'émission. Premièrement,
elle ne semblait pas trouver un grand épanouissement dans son métier d'actrice, ni dans son rôle au sein de Ma sorcière bien-aimée. Des témoignages suggèrent qu'elle n'appréciait pas particulièrement de travailler avec Dick York, en dépit de l'affection que celui-ci lui portait. Elle aurait eu l'intention de quitter la série après la 5e saison, mais fut persuadée de rester par une offre financière substantielle. Après l'arrêt définitif de Ma sorcière bien-aimée, elle est devenue extrêmement sélective dans le choix de ses rôles, préférant le cinéma à la télévision. Après 8 années passées dans la même routine, son désir de changement était tout à fait compréhensible. Au-delà de sa carrière d'actrice, Elizabeth se révéla être une femme d'affaires astucieuse, possédant une participation de 20% dans la série et recevant des droits d'auteur considérables à chaque rediffusion. Grâce à la vaste syndication de Ma sorcière bien-aimée, il est probable qu'elle ait reçu une compensation financière substantielle. La sécurité financière procurée par ses redevances lui a permis de choisir ses projets avec plus de discernement. Il semble qu'elle était impatiente de passer à autre chose dès la fin de l'émission. En changeant notre focus, une autre actrice qui semblait avoir rencontré des difficultés durant son passage dans Ma sorcière bien-aimée était Agnès Morhed. Elle incarnait Andorra, la mère impérieuse de Samantha, qui désapprouvait le mariage de sa fille avec Darin. Elle connut un grand succès dans ce rôle, s'élevant au statut d'icône. Pourtant, malgré son succès apparent, Agnès n'aimait visiblement pas interpréter Andorra. Lorsqu'ABC Studios développa le pilote, les rôles étaient déjà attribués. Agnès, qui s'était déjà fait un nom au cinéma et à Broadway, fut sélectionnée pour le rôle d'Andorra. Cependant, elle n'était pas particulièrement enthousiaste. En fait, elle avait l'œil sur le rôle d'Esmeralda, un autre personnage important de la série. Cela se comprend aisément, étant donné sa carrière florissante à Hollywood. Elle devait probablement estimer qu'un rôle de soutien était indigne de son statut. Imaginez une actrice de la stature des grandes vedettes actuelles. Serait-elle enchantée à l'idée de jouer un personnage secondaire dans une série télévisée? La situation fut compliquée par le fait que Ma sorcière bien-aimée était diffusée sur ABC Studios, qui n'était pas considéré comme un acteur majeur de l'industrie à cette époque. Par conséquent, le studio n'avait pas l'influence nécessaire pour lui attribuer le rôle qu'elle désirait. Malgré le refus de sa demande pour le rôle d'Esmeralda, William Asher, avec l'appui d'Elizabeth Montgomery, réussit à la convaincre de rester. Elle accepta à contre-cœur d'endosser le rôle et participa au pilote, même si elle n'était pas ravie. Le destin fit que le pilote fut un succès retentissant, et le personnage d'Agnès gagna rapidement en popularité auprès des fans. Il semblait que le public américain était véritablement séduit par la dynamique de la mère autoritaire qu'elle apportait à l'écran. Face au triomphe du pilote, Agnès prit la décision de s'engager pleinement à incarner Andorra. Toutefois, même à ce moment-là, elle n'appréciait pas particulièrement jouer ce rôle. Néanmoins, les obligations contractuelles l'obligeaient à continuer, et en professionnelle accomplie, elle décida de persévérer tout au long de la série. Finalement, Agnès incarna Andorra du début à la fin, apparaissant dans un total de 146 épisodes. Malgré ses sentiments personnels à l'égard du rôle, elle réussit à rassembler une base de fans très dévoués et entretint une relation relativement solide avec Elizabeth Montgomery. En fin de compte, tout semblait s'être bien terminé. Aujourd'hui, elle est principalement connue pour son rôle emblématique d'Andorra. Ses collègues admiraient également son professionnalisme et son dévouement à un rôle qu'elle n'aimait pas particulièrement pendant une si longue période. Elle est décédée en avril 1974. Dick York et Elizabeth Montgomery partageaient une alchimie fantastique, ce qui a largement contribué à la dynamique de leur personnage. Il n'y avait aucun signe de conflit entre eux, et tout semblait se dérouler parfaitement. C'est pourquoi le départ soudain de Dick et son remplacement ultérieur furent si inattendus pour les fans. Nous connaissons les circonstances. Dick York a eu un accident et a finalement dû quitter l'émission en raison de problèmes de santé et de dépendance. Cependant, ce qui a irrité certains fans, c'est le fait qu'ABC Studios et les producteurs n'aient pas abordé ouvertement son remplacement après son départ. Des rumeurs de possibles conflits avec le réseau circulaire, peut-être liés à des problèmes contractuels, compte tenu du statut montant de Dick York. De nombreux fans ont adhéré à cette théorie. Une autre rumeur suggérait que Dick avait eu des désaccords avec ses partenaires à l'écran concernant les rôles et les méthodes d'interprétation. Certains ont même spéculé que son affection pour Elizabeth avait eu un impact sur leur travail, bien qu'il n'y ait aucune preuve tangible pour étayer cette affirmation. La décision d'ABC Studios de le remplacer sans annonce fracassante après son accident fut une leçon de gestion des relations publiques. Aujourd'hui, les studios sont devenus experts dans la gestion de telles situations et dans la gestion des attentes des fans.
Étant l'un des premiers cas de remplacement de cette envergure, la manière dont ABC Studios a géré la situation n'a peut-être pas été idéale, affectant négativement la perception de l'émission par les fans. Un autre problème majeur qui a affecté Ma sorcière bien-aimée semblait être les efforts des producteurs pour réduire les coûts et économiser les dépenses. Un exemple flagrant était visible dans le budget de la garde-robe. Selon les rapports, la production était si stricte avec les fonds que les acteurs étaient priés d'utiliser leurs propres vêtements pour les costumes. Il y a eu des cas où Samantha et Andorra portaient des tenues directement issues de leur garde-robe personnelle. Ainsi, si vous aperceviez Samantha Stevens dans une tenue, il y avait de fortes chances qu'elle appartienne à Elizabeth Montgomery dans la vie réelle. Étant donné qu'Elizabeth incarnait également Serena, la cousine de Samantha, qui faisait de nombreuses apparitions, cela souligne les sacrifices qu'elle a dû faire pour l'émission. Ces facteurs ont très bien pu contribuer à la conclusion de l'émission après la 8e saison. Découvrons maintenant quelques faits intrigants sur Ma sorcière bien-aimée que vous pourriez ne pas connaître. Le nom et le destin tragique du fils de Larry Tate. Dans un geste émouvant, David White, qui incarnait Larry Tate, demanda que le fils de son personnage soit prénommé Jonathan, en hommage à son propre fils réel. Tragiquement, l'épouse de White était décédée des suites de complications lors de sa 2e grossesse, le laissant élever leur fils Jonathan en tant que père célibataire hors écran. Les créateurs de l'émission acceptèrent immédiatement d'honorer cette requête, y voyant un hommage poignant à la perte personnelle de White. Cependant, la tragédie ne s'arrêta pas là. Le fils de White, Jonathan, fut parmi les victimes de l'attentat à la bombe du vol 103 de Pan Am au-dessus de Lockerbie, en Écosse, en 1988. 2 ans plus tard, David White lui-même décéda d'une crise cardiaque. Ils furent inhumés ensemble au cimetière d'Hollywood Forever. Ces événements ont alimenté les spéculations parmi les fans selon lesquelles le casting de Ma sorcière bien-aimée aurait pu être maudit, en particulier car plusieurs membres sont décédés à un âge relativement jeune. La vie après Ma sorcière bien-aimée de Tabitha. Erin Murphy, connue pour son rôle de Tabitha, ne s'est pas arrêtée après la série. Elle est également apparue dans des émissions à succès comme Lassie et a fait de nombreuses apparitions dans des publicités. En plus de sa carrière d'actrice, elle s'est lancée dans le mannequinat de maillot de bain et a même auditionné pour des rôles aux côtés de stars renommées telles que Helen Hunt et Jodie Foster. Malgré une carrière chargée, sa famille a finalement pris la décision de déménager dans le comté d'Orange, lui permettant de profiter d'une vie d'adolescente plus typique. Lors d'un événement mémorable, Erin fut couronnée reine du bal de son lycée avant de se lancer dans la vie adulte. Un sens de l'humour inattendu. Lors d'une interview en 2017 avec Fox News, Erin Murphy a révélé que, contrairement à la personnalité à l'écran d'Elizabeth Montgomery, l'actrice avait un sens de l'humour pétillant et n'hésitait pas à être un peu ridicule. Malgré sa beauté éblouissante, Montgomery n'avait pas peur d'embrasser son côté comique. Tout comme Lucille Ball, elle pouvait offrir des performances loufoques et humoristiques avec aisance. À mesure que le personnage de Samantha évoluait, sous le jeu de Montgomery, l'émission continuait à marquer son empreinte. Montgomery a ensuite joué dans de nombreux films et productions de Broadway, laissant un héritage durable dans l'industrie du divertissement. Malheureusement, elle est décédée en 1995. Concernant le plateau de Ma sorcière bien-aimée, des anecdotes intéressantes émergent sur les origines de la maison. La maison utilisée était en fait une version dupliquée et inversée de celle présentée dans J-Jet. Cette pratique était courante dans l'industrie, permettant aux studios de maximiser leurs ressources et leur budget de manière efficace. L'emplacement du tournage, connu sous le nom de Blondie Street, possédait une histoire riche s'étendant sur plus de 50 ans. Il est apparu dans diverses émissions de télévision et décors, s'adaptant à différentes époques et contextes. Par exemple, pendant la diffusion de Ma sorcière bien-aimée, la maison servait à la fois de domicile à Samantha et Darin et de résidence à leur voisine fouineuse, Madame Kravitz. Plus tard, elle est également devenue l'emblématique maison de la famille Partridge. Au fil du temps, la maison a subi des modifications, telles que le retrait de la clôture blanche en 1999 et le remplacement des fenêtres avant par des baies vitrées. Ces changements reflètent la nature évolutive de l'industrie de la télévision et le passage du temps. La collection intéressante de Marion Lorne. Tante Clara, le personnage attachant mais maladroit de l'émission, est difficile à ignorer. La fascination personnelle de Marion Lorne pour les poignées de porte a servi d'inspiration pour l'obsession excentrique de Tante Clara. En réalité, l'actrice possédait une collection de plus de 1000 poignées de porte anciennes. Bien qu'il puisse sembler inhabituel de collectionner des poignées de vieilles portes, les émissions de collectionneurs à la télévision aujourd'hui
révèlent que de telles poignées peuvent avoir une valeur significative et sont très recherchées par les passionnés. Elizabeth Montgomery a assumé plusieurs rôles dans Ma sorcière bien-aimée. Elle a endossé le rôle de Serena, la cousine espiègle de Samantha, se créditant parfois du nom de Pandora Spock. Sa représentation de Serena différait de son apparence habituelle en tant que Samantha. Dans l'épisode And Then There Were Three, Montgomery a montré sa polyvalence en incarnant à la fois les personnages de Serena et de Samantha. Le presque darin. Durant la phase de casting précoce de l'émission, Richard Sargent était en lice pour le rôle de Darin Stevens. Cependant, lorsque le pilote était en cours de développement et que le rôle de Samantha était encore ouvert, Sargent a opté pour une autre opportunité. Il reste un mystère de savoir comment les choses se seraient déroulées si Sargent avait été sérieusement envisagé pour le rôle ou comment la dynamique aurait pu changer avec un autre acteur incarnant Darin. Le secret derrière la magie de Samantha. Dans les années 1960, avant que les effets spéciaux ne soient révolutionnés par la CGI, la création de la magie de Samantha dans Ma sorcière bien-aimée était une affaire pratique. Elizabeth Montgomery restait en position, les bras levés, pendant que le réalisateur criait « Coupé !» et des techniciens affairés se précipitaient sur le plateau pour éliminer les accessoires ou le désordre. Ce n'était peut-être pas de la haute technologie selon les normes d'aujourd'hui, mais c'était une méthode rapide et rentable qui ajoutait à l'enchantement de l'émission. Ma sorcière bien-aimée, un héritage qui perdure. Même si Ma sorcière bien-aimée a disparu des écrans depuis des décennies, elle demeure une partie emblématique de l'histoire de la télévision américaine avec une base de fans dévoués. De nombreux téléspectateurs étaient captivés par la dynamique entre Darin et Samantha, la considérant comme l'incarnation d'une relation parfaite, malgré les imperfections en coulisses. Malgré un déclin de popularité vers la fin, Ma sorcière bien-aimée avait toujours un public fidèle. En tant que l'une des sitcoms les plus réussies de son époque, elle a établi la norme pour de nombreuses émissions de télévision futures. Son annulation soudaine laisse les fans se demander ce qui aurait pu se passer si elle avait été renouvelée pour une 9e saison. Néanmoins, Ma sorcière bien-aimée continue d'être aimée par des générations grâce à la syndication. L'influence de l'émission dépasse le simple divertissement, car elle a même laissé sa marque sur le langage américain quotidien. Par exemple, le personnage de Gladys Kravitz est devenu synonyme de voisins curieux qui semblent toujours fourrer leur nez dans les affaires de tout le monde. De plus, Ma sorcière bien-aimée fut l'une des premières émissions de télévision à passer du noir et blanc à la couleur, insufflant une nouvelle vitalité à la série dès sa 2e saison. Ma sorcière bien-aimée a également fait sensation sur le circuit des récompenses, remportant 3 Emmy Awards en première partie de soirée et obtenant de nombreuses nominations tout au long de son parcours. Même aujourd'hui, Ma sorcière bien-aimée reste un classique bien aimé, chéri par les générations plus âgées tout en gagnant continuellement de nouveaux fans. Pour beaucoup, Ma sorcière bien-aimée symbolise l'âge d'or de la télévision, servant de référence pour la qualité des programmes de cette époque. Dans l'ensemble, elle reste l'une des émissions de télévision les plus significatives et durables de l'histoire. Non seulement elle a propulsé ses membres du casting au statut de superstar, mais elle s'est également révélée être une entreprise lucrative pour ses studios et ses créateurs. Bien que la série ait une fin quelque peu amère, on ne peut s'empêcher de se demander si une meilleure gestion aurait pu changer son destin. Qu'en pensez-vous? Considérez-vous Ma sorcière bien-aimée simplement comme une victime de la malchance? Et comment auriez-vous abordé ces derniers moments? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous, et j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles lors de la prochaine discussion. Merci de nous avoir rejoints. Je vous verrai dans la prochaine vidéo.